Bonjour à tous. Alors on va s'attaquer à l'intégrale de Serge Mona, publié par les éditions Ethos. Je vous ai mis le lien de l'ouvrage dans la description. Donc je vous le lirai en plusieurs parties en intégralité. Les volumes présentés dans cet ouvrage, rédigé par Serge Mona, représentent plus de 20 années de recherche et d'enquête sur le nouvel ordre mondial, destiné à préparer la venue de l'Antéchrist, la conspiration universelle, fruit de la rébellion de Lucifer, les activités occultes des Illuminati et des groupes maçonniques œuvrant pour la propagation du mal sur la Terre, les abus liés au projet MKUltra et son programme de contrôle mental Monarque, le marquage des individus par laser et injection pour le contrôle complet du genre humain, le projet Bluebeam de la NASA et les nombreux crimes commis par les hauts dirigeants du pouvoir en place dans les domaines politiques, militaires et pharmaceutiques à un niveau international. Le présent ouvrage compile ces 8 volumes. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, projet Rex 84, vaccin, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides, le projet Bluebeam de la NASA, les protocoles de Toronto, dévoilement du complot et le complot des Nations Unies contre la chrétienté. Citation. Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celle-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. Alors Serge Mona, 1945-1996, est un journaliste d'enquête et poète. Il est le disciple de René Bergeron, conférencier de l'École sociale populaire du Québec, et de William Gaillard, commandant de la Marine royale canadienne, vous savez, qui avait écrit Pounds in the Game, des pions sur l'échiquier, et aussi La conspiration mondiale. Et puis un autre ouvrage que j'ai oublié. Au début des années 1990, il se consacre à la rédaction d'ouvrages sur les thèmes du nouvel ordre mondial et des sociétés secrètes. Il fonde l'Agence internationale de la presse libre, AIPL, où il publie la plupart de ses enquêtes. Durant cette période, il se fait remarquer au Québec lors d'une entrevue avec l'ufologue Richard Glenn, dans le cadre de son émission Ésotérisme expérimental, vous savez, qui avait présenté aussi Bernard de Montréal, très intéressant. En 1995, il fait paraître un document intitulé Les Protocoles de Toronto, un livre façonné selon le modèle des Protocoles des Sages de Sion, où il dévoile l'activité occulte d'un groupe maçonnique nommé les 666, réunissant tous les 20 ans les puissants de ce monde en vue de la mise en place d'un nouvel ordre mondial et du contrôle mental des individus. Monast trouvait ses sources grâce à des politiciens ou agents des services secrets, souvent repentis. Il recevait également des documents classifiés ultra confidentiels, parfois anonymement, de la part de confrères acquis à sa cause situés aux quatre coins du monde. Alors un petit peu comme Julian Assange avec Wikileaks, hein, j'imagine. Monast était membre de l'Association canadienne des journalistes et du Comité canadien pour la défense et les droits des journalistes, correspondant de presse pour les États-Unis, au Canada, pour le compte du Contact Newspapers, à Las Vegas, Nevada, correspondant de presse pour le compte du Strategic Monthly Newspaper et directeur de l'AIPL. Il était également proche du Parti Crédit Social du Canada, affirmant formellement être traqué par les hautes instances policières pour avoir, je cite, trempé dans des réseaux d'information interdits. Serge Mona trouvera la mort dans des conditions très troublantes le 5 décembre 1996, officiellement victime d'un arrêt cardiaque. Alors, j'ai une pensée aussi pour notre cher père Régimbal. Alors, rapidement, quelle est la table des matières? Donc on aura, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, avec notamment la partie mise en place des conditions de base pour l'éclatement d'une guerre civile au Canada. Ensuite, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, avec notamment l'historique des Illuminati. Deuxième partie, le plan des Illuminati pour la domination du monde par Satan. Troisième partie, guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Quatrième partie, l'apostasie, route royale menant au règne de l'Antéchrist. Ensuite, le projet Rex 84, programme des camps de concentration. Ensuite, vaccin, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides, dont je vous avais lu, que je vous avais lu il y a quelques années, mais on va le relire ici, avec notamment les drogues testées par la CIA sous les projets Bluebird, Artichoke, MKUltra et MK Delta, le contrôle de la pensée, le nouvel ordre mondial, etc. Les services secrets des vaccins. Ensuite, les projets Bluebeam de la NASA, les protons. Ensuite, les protocoles de Toronto, 666 année 0. Ensuite, dévoilement du complot, plan du chaos et marquage de l'humanité. Et enfin, le complot des Nations Unies contre la chrétienté, que je vous avais déjà lu en partie il y a quelques années aussi.
Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Titre original, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. De l'impossible dualité canadienne à l'éclatement d'une guerre civile. Dossier d'enquête journalistique, La presse libre nord-américaine, 1992. Note de l'auteur. À celle qui ne fut, qui n'est et qui jamais ne sera, excepté là, au creux de l'amour le plus profond. Il y a des personnes, à peine visibles, à ce point discrètes, qu'il faut y chercher longtemps pour savoir leur existence. Telles des fleurs dotées d'un rare parfum, perdues au milieu d'un champ, au pied d'une montagne, non loin d'un ruisseau, elles naissent et meurent au bout de leur cycle. On dirait presque, à n'y faire attention, qu'il semble y avoir là comme quelque chose d'inutile, tant rien n'est apparent. Et pourtant, si celle qui paraît être la moindre des fleurs devait être inutile, alors tout le cycle de la création n'aurait plus aucun sens. Ainsi en est-il de certaines rares personnes, car au fond de chacune, comme au fond de chaque fleur, il y a un réservoir de richesse que seuls les humbles sauront délicatement découvrir, avec respect et frémissement. À même une souffrance quotidienne acceptée, seule capable de façonner un esprit profond et alerte, à même le regard de l'âme, là où il ne semblait à prime abord n'y avoir pas même de respiration nécessaire, à l'improviste, un univers d'une grandeur infinie se dévoilera peu à peu, livrant lentement toute sa richesse d'existence. Sylvie, l'une des plus grandes poétesses du Canada, sinon la plus grande aujourd'hui, est l'une de ces petites fleurs anonymes, mais à cette époque, et même de toute époque, elle est la fleur anonyme. Sans elle, sans son support constant, ce volume n'aurait même jamais pris racine dans mon esprit, et ce peuple tout entier dans ce pays aurait basculé dans son anéantissement le plus complet sans jamais avoir su qu'il lui était possible alors de faire un choix pour changer le cours de son destin. Ce volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, lui appartient, telle une perle rare, là en attente au milieu des récifs, comme la rose écarlate entourée tout entière d'épines. À celle donc qui ne fut, qui n'est, et qui jamais ne sera, excepté là au creux de l'amour le plus profond. Je dédie ce volume, dossier, document en premier lieu à tous les travailleurs du Québec, sans lesquels la conscience actuelle d'un pays n'existerait tout simplement pas, à même leur sueur, leur combat, leur lutte et leur persévérance. Les enfants de 1960 ont pu s'instruire, devenir conscients et prendre en main leur destin. Puis à ces personnes, amis, personnels de longue date. Bon, là, ici, des gens, je vais vous passer cette partie. Préambule. L'auteur du présent dossier de preuve sur le Canada est un écrivain d'origine québécoise, de réputation internationale, mais presque totalement inconnu à l'intérieur de son propre pays à cause des pressions politiques en place. Chacun d'ailleurs a même les pièces apportées à la composition de la présente enquête pourra en tirer ses propres conclusions. Écrivain, journaliste, éditeur, rédacteur en chef de revue, ex-professeur en service social, ex-chercheur en sociologie, ex-professeur au secondaire en sciences pures, conférencier, etc. L'auteur est pleinement conscient qu'en rendant publiques les informations rigoureusement tenues secrètes jusqu'à date par les gouvernements canadiens et américains, il risque sa propre vie. Mais la justice et la liberté d'expression, la vraie, ont un prix. L'auteur considère par ailleurs qu'uniquement l'information libre de toute contrainte financière et politique peut, à elle seule, garantir des enquêtes capables de préserver le respect des droits inaliénables rattachés à la liberté de conscience de toute âme. Lauréat d'au moins 49 prix littéraires internationaux, 3 fois médaillé d'or, 4 fois de bronze, une médaille d'argent et une palme d'or, s'étant mérité le prix France-Canada à la 7e Biennale azuréenne de la ville de Cannes, France, et le prix Guillaume Apollinaire pour œuvre en poésie, ainsi que la médaille en argent décernée par l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris, France, en 1988. L'auteur fut ainsi investi du titre de Chevalier de la Croix du Sud en 1978, sans compter l'acquisition des 10 premiers prix de 7 mentions honorables, le tout lui ayant été accordé pour des œuvres en poésie, des essais et pour un roman. Mais la réalité est parfois brutale, surtout celle d'avoir été dans l'obligation de découvrir, à même l'expérience vécue, qu'au lieu de représenter une valeur, un honneur pour son propre pays, les autorités gouvernementales canadiennes, de concert avec des politiques souterraines et mystérieuses du département d'État américain, et appuyées par des forces policières canadiennes, n'étaient préoccupées qu'à protéger, à n'importe quel prix, le silence recouvrant des plans confidentiels concernant l'avenir du Canada, de même que l'image et la réputation de ce pays, et cela au mépris même des lois en vigueur pour la protection des citoyens canadiens. Dites-nous des belles choses, donnez-nous un bon spectacle, faites-nous croire que nous sommes exemplaires, mais ne nous faites jamais découvrir que nous aurions peut-être quelque chose à nous reprocher.
Ou pire encore, ne nous faites pas réaliser que tout ce que nous avons cru de nous, ne serait-ce que rêve ou mensonge. Cela, nous ne vous le pardonnerons jamais, et nous nous vengerons. Ayant au moins publié à date une quinzaine de volumes, romans, recueils de poésie, essais de tout genre, et ayant donné plus d'une série de conférences dans des collèges, de même qu'à l'université Bishop entre 1975 et 1978, l'auteur fut ainsi publié dans l'Anthologie des poètes américains aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs revues en Europe. Durant l'automne de 1976, le gouvernement du Québec lui défraya les coûts d'un voyage de 10 jours en France pour lui permettre alors d'aller y recevoir 2 médailles d'or internationales. L'agence canadienne de presse à Paris commenta l'événement à l'époque. Et pendant l'automne de 79, un organisme international en Suisse l'invita afin qu'il apporte son aide à l'organisation du prochain congrès international, devant alors porter sur l'avenir de l'homme, et auquel devaient assister plusieurs lauréats du prix Nobel. Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. De l'impossible dualité canadienne à l'éclatement d'une guerre civile. Dossier d'enquête journalistique. Introduction. En février 90, une lettre contenant des informations d'une importance capitale et concernant l'avenir du Canada, de ses nations autochtones et de ses 2 peuples fondateurs, ainsi que des indications quant aux intentions voilées de l'URSS, malgré les apparences actuelles entretenues avec force depuis 1989, le tout accompagné d'un dossier d'information et de preuves pour appuyer le contenu de la lettre, fut envoyé alors à M. Brian Mulroney, Premier ministre du Canada. Une copie semblable du même envoi fut aussi acheminée à la même époque par poste prioritaire à M. David Peterson, alors Premier ministre de la province de l'Ontario. Sans exagérer, ce dossier de preuves, ce dossier document, dans chacune de ses composantes, par son contenu et ses structures propres, celui-ci était organisé de manière à ce que chacune des pièces le composant se trouvait être la preuve de l'autre, telles les pièces d'un casse-tête, les unes par rapport aux autres, et par rapport à l'ensemble jusqu'au résultat final. Ne serait-ce que par prudence et par comportement intelligent, ce dossier de dernière chance fut-il soumis au moment de sa réception par le Premier ministre à des spécialistes en la matière. Pourtant, il est des plus évidents que le chef du gouvernement, par le poste qu'il occupe, a accès à tous les outils rendus disponibles par la technologie actuelle. Outils qui permettent, à travers une armée de spécialistes dans différents domaines, de vérifier en profondeur la véracité et le sérieux de quelque document que ce soit. Quelles furent les vérifications ou même les démarches entreprises à l'époque? En vue d'assurer d'une manière équitable l'avenir du Canada et la sécurité de sa population, de même que celle du Québec par conséquent, il était expressément demandé au Premier ministre d'agir dans les délais les plus brefs afin d'éviter surtout une détérioration certaine et irréversible de toute la situation politique du pays, qui d'un côté mènerait à sa démission avant la fin de son mandat, et d'un autre propulserait inévitablement le Canada dans sa totalité à l'intérieur de l'éclatement d'une guerre civile à plus ou moyen terme. En outre, et à propos des informations concernant l'URSS, il était demandé à M. Mulroney de contacter immédiatement le président des États-Unis ainsi que les différents responsables des gouvernements concernés en Europe. Cela fut-il fait? Si tel en fut le cas, alors il est évident, vu le silence observé depuis cette époque, que le tout fut dramatiquement passé sous silence au mépris même des populations impliquées, malgré elles, dans un tel processus. Il semblerait donc, à première vue, que l'on aurait décidé en haut lieu de placer le tout sous le sceau le plus strict de la confidentialité. La seule et unique réponse que j'ai reçue de la part du chef du gouvernement par rapport à la lettre et au dossier historique que je lui avais fait parvenir se traduisit par un harcèlement presque ininterrompu des forces policières nationales et même provinciales, au point que plus d'une fois ma vie et la sécurité de ma famille furent mises en péril. Mais pas de n'importe quelle manière, pas n'importe quel harcèlement. Uniquement des sous-entendus et des suggestions mesquines et des rumeurs insidieuses, des soupçons de calomnie et de médisance de tout genre, une campagne souterraine de discrimination à peine secrète, faite par des gens supposés être au-dessus de tout soupçon et orientés à des endroits précis vers des personnes clés capables de bien achever le travail déjà entrepris. Et dans quel but au juste? Tels des souris de laboratoire étudiées dans l'expérience de Pavlov, dans le but précis de me réduire à un état complet de pauvreté, sans aucune ressource financière, et placer ainsi ma famille en situation de réel danger de mort, pour me forcer après coup à devoir prendre des moyens extraordinaires pour sauver ma femme et mes enfants d'une mort assurée, et finalement pour m'accuser par la suite d'avoir dû prendre de tels moyens, même si ceux-ci étaient honnêtes, des comptes impayés furent parfois laissés en arrière. De cette manière, tenter de me rendre coupable de quelque chose, même si cela n'était pas le cas,
et ainsi espérer pouvoir me discréditer aux yeux de la population en général. Dans ce pays à très forte tendance individualiste, dans le contexte du chacun pour soi, n'importe quel individu mal intentionné, et surtout des policiers, sont capables par des insinuations placées au bon moment, au bon endroit, d'anéantir les efforts et la réputation de n'importe qui, sans que qui que ce soit ne pose quelques questions ou n'ose hausser la voix contre de telles injustices. Et qu'on ne me parle pas ici des recours possibles à l'ombudsman ou au procureur général d'une province ou même à certains avocats, car j'ai appris à plusieurs reprises et à mon corps défendant que si un individu ne jouit pas d'une certaine réputation reconnue, ni de relations adéquates, ni d'une certaine fortune personnelle, alors malgré ses droits, malgré son innocence, ce même individu est condamné et n'a de chance de survie que dans l'exil. Je ne crois pas être paranoïaque ou encore victime d'un complexe de persécution. Je sais fort bien que les petites gens de ce pays, les sans-abri, les membres de certaines communautés ethniques, les autochtones, les gens de couleur, de même que plusieurs prisonniers considérés comme étant des criminels de tout genre, même si ceux-ci sont parfois victimes d'un système judiciaire corrompu à plus d'un égard, ceux-là savent très bien ce dont je parle ici lorsque j'utilise le terme harcèlement ou celui d'abus ou d'injustice. Ainsi donc, de longues années d'angoisse et aussi d'interrogation à me demander à moi-même, surtout lors des pourparlers insidieux du lac Mec, par la lettre et le dossier de chair, de sang, de sueur et de souffrance reçu précédemment par le Premier ministre, si celui-ci savait déjà à l'avance le résultat des rencontres constitutionnelles et par conséquent l'échec de ceux-ci, donc environ 2 interminables années de souffrance sans nombre pour ma famille et pendant lesquelles je me suis sincèrement demandé comment, en ayant été volontairement privé de tout moyen financier, en arriver à sensibiliser la population canadienne et québécoise de ce qui la menaçait dans un proche avenir à cause de la lâcheté évidente du Premier ministre. Alors, petite parenthèse, en 2021-2022, on a quand même eu le même modus operandi, hein, des camionneurs à Ottawa dont les comptes bancaires étaient bloqués pour les faire partir. Hein, là, ça me fait penser à ce que dit Serge Monat, en ayant été volontairement privés de tout moyen financier. Ça semble être leur spécialité là-bas. Bref. Comment donc parvenir à interrompre ce processus démentiel à l'intérieur duquel un pays entier avait été engagé malgré lui? J'étais ainsi placé face à deux choix. Celui, non sans en ressentir tout d'abord une profonde amertume, de devoir observer, impuissant, les événements se bousculer jusqu'à leur aboutissement inévitable, ou bien celui où j'avais la possibilité, mais au mépris de ma propre vie, de rendre moi-même public avec des moyens de fortune l'impensable. J'ai choisi. J'ai donc choisi de suivre les voies de ma conscience tout en ne me considérant ni comme un héros, ni comme un préposé au martyr, mais plutôt tel un homme libre. Savent-ils, ces dirigeants politiques, avec leur conscience étroite, ce qui signifie au juste ce sentiment de chair et de sang rattaché à une conscience? La réaction actuelle et future de la population de ce pays, suite à la publication de toute cette affaire, ainsi que l'histoire, seront mes seuls juges sur cette terre où il apparaît de plus en plus évident, même à cette époque dite démocratique, que le pouvoir des uns ne semble exister qu'en fonction de l'abaissement et de l'esclavage des autres êtres humains. La pratique, le vécu quotidien de la liberté, entre guillemets, sans compromis aucun, jusqu'au bout de sa propre respiration, est seul capable de remettre en question les édifices intérieurs les plus inébranlables. Février 90, le dossier confidentiel tenu secret par Brian Mulroney. Le dossier d'information, de preuve, entre guillemets, accompagnant la lettre, et envoyé au Premier ministre en février 90, contenait des documents décrits ci-dessous. L'homme-dieu, texte datant du 1er décembre 1987, ce texte d'information fournit plusieurs précisions étonnantes quant à la condition intérieure de l'homme actuel, par conséquent celle du peuple canadien et québécois en général. À lui seul, ce texte aurait pu permettre au gouvernement de mieux réorganiser la restructuration des institutions politiques, juridiques et sociales du pays. Québec, il est très tard. Texte datant du 10 décembre 1987. Ce texte fournit une information complète sur le passé, la réalité actuelle et les conditions politiques et sociales futures du Québec. Il permet par conséquent une vision précise des bouleversements vers lesquels, dans son ensemble, le pays se dirige. Avertissement. Texte datant des 3 et 16 février de 1988. Ce texte renferme des preuves des plus rigoureuses par rapport à la source de la lettre et du dossier envoyé au Premier ministre. À lui seul, il fournit des preuves indubitables quant à l'équilibre politique ou non du Canada et de la planète dans son ensemble.
Dernière lettre à l'Église et à mon peuple. Document de 11 pages datant du 17 février de 1988. Les autorités du Vatican et le Premier ministre du Canada en possèdent chacun une copie. Véritable tableau d'information qui permet de mieux comprendre la situation actuelle de l'Église et du Canada, ce qui révèle ainsi l'orientation à long terme des conditions politiques, sociales et économiques des pays du monde. La chute des masques. Enregistrement de 11 cassettes d'environ 90 mètres chacune, dont le contenu à lui seul représente un véritable testament spirituel et humain. Environ 15 h 30 d'enregistrement, offrant une somme complète, invraisemblable, de preuves concernant tout le dossier. Une véritable mise à nu de l'Église et de ses membres, surtout de la population québécoise. Avertissement au peuple du Canada. Texte datant des 7 et 8 septembre 1988 et d'une importance capitale pour tout l'avenir du Canada, entre autres. Ce texte offre un tableau impressionnant à propos de l'avenir politique et économique du Canada, de même qu'il fournit un détaillé descriptif des raisons de la chute prochaine de l'Église, telle qu'elle existe actuellement. Psaume Pauvre Canada, texte antérieur à 1987 et démontrant hors de tout doute le futur d'un pays dont la population dans son ensemble est de plus en plus désabusée et agressive. Les 3 photos, véritable preuve de base de l'ensemble du dossier. Pour des raisons évidentes de sécurité concernant la vie de certaines personnes, il n'est absolument pas possible pour l'instant de révéler ni l'identité de la personne responsable de la source du dossier, en question ici, ni d'ailleurs d'en livrer les détails de son contenu en ce moment. La responsabilité, dans ce dernier cas, appartenant toujours au Premier ministre depuis février de 1990. Il revient donc à celui-ci d'en divulguer les composantes. Quant à la responsabilité d'agir pour éviter le chaos certain vers lequel le Canada en entier se dirige par ce volume, véritable document d'information, cette responsabilité est maintenant remise, transférée à toute la population du Canada, au-delà de ces hommes politiques qui, sans exception ici, ont refusé de prendre leurs responsabilités. Il serait des plus illusoires de croire que le Canada n'est pas menacé de disparition en tant que nation. Compte tenu des informations contenues dans le dossier de février 90, compte tenu des dossiers concernant l'évolution de la dualité historique canadienne depuis 1759, compte tenu des dossiers confidentiels traitant de la gérance de la politique intérieure canadienne, dont les penseurs sont au Pentagone à Washington, et compte tenu des plans d'invasion du territoire canadien par les forces militaires américaines, et enfin en rapport avec les dossiers confirmant l'établissement des conditions de base pour l'éclatement d'une guerre civile au Canada, il est évident, à moins d'un réveil immédiat de la population canadienne face à son destin, que ce pays appelé Canada est condamné à disparaître à plus ou moyen terme. Les faits révélés dans ce volume ne sont pas à fonction d'apeurer qui que ce soit, mais bien au contraire pour pousser la population dans son ensemble à prendre en main son destin. Le 19 août 1992, Serge Monat. La trahison du Premier ministre canadien. Que s'est-il donc passé à Ottawa en février 1990 lorsque le Premier ministre a reçu ce dossier essentiel qu'habituellement aucun homme d'État ne reçoit au cours de son mandat? D'ailleurs, qui dans l'histoire humaine pourrait prétendre avoir reçu au cours de sa vie politique un tel dossier d'information? Le dossier, reçu à l'époque par M. Mulroney, avait l'avantage de lui fournir, avec une diversité de preuves indiscutables, et pour qui savait-y lire, une information en profondeur concernant entre autres la condition d'intérieur générale du peuple canadien, et par conséquent celle de son orientation future. Ainsi, il était possible d'y percevoir pour la population de ce pays une perte véritable des valeurs traditionnelles qui entraîna avec elle une perte de confiance dans les valeurs religieuses, ce qui eut vite fait de disloquer chacune de ces références par rapport au gouvernement et aux institutions politiques, juridiques et sociales du pays. Désorientée et désabusée tout à la fois à l'intérieur d'elle-même, la population canadienne se retrouvera avec une méfiance grandissante par rapport à tout ce qui l'entourait. Une véritable crise d'identité, où les valeurs individuelles et matérielles prirent rapidement le dessus sur toute tentative d'identité collective. Voilà en quelques mots les braises couvant sous les cendres d'un passé mal enseveli par toute une population privée, malgré elle en partie, d'un avenir qu'elle envisage avec crainte. Et voilà en outre une très très mince partie des informations contenues dans ce dossier méprisé par les premiers ministres de ce pays. Mais qui est M. Mulroney au juste? Quel est donc cet homme qui, d'un côté, en rejetant le dossier comme il l'a fait, risque l'éclatement de son propre pays de l'intérieur, et d'un autre, par le biais de son ministère des Affaires extérieures et à l'insu de la population canadienne, permet l'entraînement de troupes militaires canadiennes
avec les troupes américaines en vue d'une intervention militaire armée des États-Unis au Canada. John Zavadsky, professeur de journalisme à l'université de Carleton à Ottawa, a écrit sur lui un volume de 513 pages, Le pouvoir de l'ambition, afin de démontrer que Mulroney était prêt à tout, à mentir, surtout pour satisfaire ses ambitions. Un conseiller politique, quant à lui, dira « Aujourd'hui, il se prend pour Sir John A. Macdonald ». La revue L'Actualité, pour sa part, ajoutera à propos de ce fait « Et le plus fort, c'est que son monde y croit ». Et la même revue ajouta « Mulroney est capable de promettre l'enfer à ses députés et se faire applaudir ». Quant à Bernard Roy, l'un de ses plus proches amis, il confiera avec regret à son propos « cette carapace que s'est bâtie Mulroney au contact du pouvoir ». Et l'Actualité conclura à propos de lui « hâbleur, grande gueule, vantard, macho, rancunier », et le raffinement intellectuel qui lui manquait et qui lui manque toujours. Mulroney, à propos de lui-même, dira « C'est quand tout le monde pense que je vais perdre que je suis à mon mieux. J'ai des troupes parlementaires à mener, un pays à diriger, je n'ai pas le droit de perdre mes moyens. » Un trait saillant surgit ici à travers tous ces commentaires, c'est celui d'un orgueil prêt pour ainsi dire à n'importe quoi, en vue uniquement de satisfaire des ambitions personnelles démesurées. Une ambition qui ne reculera devant rien pour assouvir sa soif de pouvoir, d'être le premier. Tiens, ça nous rappelle un ministre canadien là, qui a fait parler de lui il y a quelques semaines, mois. En l'absence de certaines vertus morales que l'on retrouve parfois chez certains politiciens, tels les Lincoln, les Kennedy, les Charles de Gaulle, les Pierre le Grand, etc., vertus donnant naissance à des hautes valeurs composant un idéal en particulier, en absence d'une démonstration naturelle de chaleur humaine véritable, car ici, cet homme s'est prémuni d'une forte carapace. Et en l'absence d'une certaine honnêteté de base, Mulroney, qui semble trouver sa force dans les défis, et dans l'attribution personnelle d'un sentiment d'importance historique qu'il n'a pas, en réalité, si ce n'est celui d'avoir complété la division du pays tel que personne avant lui ne l'avait jamais fait, celui-ci, par défi et par mépris, a bien été capable de rejeter d'un simple revers de la main le dossier qu'il avait reçu en février 90, uniquement pour se prouver à lui-même qu'il n'avait besoin ni de qui que ce soit d'extérieur à son cercle privé, ni de quelque document que ce soit non commandé par lui, pour savoir ce qu'il avait à faire pour la conduite des affaires de ce pays. En outre, il semble plus que probable que cet ensemble de composantes chez lui soit responsable de sa soumission au département d'État américain et aux politiques militaires du Pentagone, car en fait, sous l'angle de son ambition maladive, il lui apparaîtra plus important et des plus profitables de satisfaire Washington que de favoriser les droits et d'assurer l'avenir équitable du Québec. Ainsi, cet homme qui a subjugué ses ministres et députés, ainsi que les militants de son parti, et qui semble jouir d'une très forte ascendance chez ceux-ci, n'hésitera aucunement à devenir le valet d'une puissance étrangère et trahir son pays par conséquent afin de mousser son image auprès des dirigeants de la communauté internationale. Que ne ferait-on pas pour se mettre en évidence et satisfaire les puissants de ce monde, même sacrifier son pays d'origine, le Québec, et même le Canada, pourquoi pas? Pour certains, le Québec n'est-il pas une bourgade dérangeante, située à l'est, et risquant n'importe quand de bouleverser toute la géopolitique de l'Amérique du Nord? Et le Canada a-t-il un avenir quelconque sans la bienveillance de Washington? De là, sous la conduite des intérêts de la politique américaine, ne serait-il pas mieux de créer volontairement les conditions de base à l'éclatement d'une guerre civile au pays, ce qui permettrait aux États-Unis, d'une part, de jouer le rôle de sauveur de la démocratie mondiale, en même temps que cela permettrait à ces derniers de pouvoir même agrandir leur territoire en fonction de leurs intérêts économiques, au lieu, comme c'est le cas présentement, de perpétuer chez nos amis du Sud une insécurité économique permanente due à l'instabilité politique du Canada à cause des éternelles revendications du Québec. Pour qui travaillez-vous, monsieur Mulroney? À l'été de 1991, certains pays membres des Nations Unies se sont intéressés à sa candidature au poste de secrétaire général. Pourquoi cet homme, envahi totalement par l'ambition, a-t-il refusé une telle offre? En d'autres mots, pourquoi refuser un poste assuré garantissant en même temps un prestige international des plus enviables, et préférer par contre l'insécurité future d'un avenir politique en tant que Premier ministre canadien, la disgrâce d'un échec des pourparlers constitutionnels, et la honte d'être obligé de démissionner avant la fin de son mandat s'il y avait division irrémédiable entre l'Est et l'Ouest au pays. Angus Reid, spécialiste des sondages au Canada anglais, dira à son propos Mulroney, ce n'est plus un nom propre, c'est un adjectif dont on se sert pour qualifier tout ce qui va mal au pays. Pourtant, certains diront de lui
Mulroney, l'un des plus fins stratèges que la politique canadienne ait connue. La caisse du parti, bourrée de millions de dollars, a élevé la technique des sondages au rang de science. Qu'a donc pu promettre Washington à M. Mulroney lorsque on sait les faits suivants, qui sont des plus troublants? Je cite, des exercices militaires conjoints entre les forces américaines et canadiennes ont lieu à Fort Drum, dans l'État de New York, situé non loin de la frontière canadienne. Ces informations font partie d'un volume écrit par le professeur Floyd Rudmin, PhD, du Law Department à l'Université Queen's à Kingston en Ontario, et dont la publication est prévue pour cet automne, Bordering on Aggression Evidences of US Military Preparations Against Canada, les preuves de préparation militaire américaine pour l'invasion possible du Canada. Je cite, depuis les années 1980, année du référendum québécois portant sur l'indépendance du Québec, le Pentagone a investi 1 milliard de dollars pour faire de Fort Drum le plus grand projet militaire américain depuis la Deuxième Guerre mondiale. Fort Drum est l'une des plus grandes bases militaires américaines et est au cœur des plans militaires américains en vue d'une éventuelle opération militaire au Canada. Depuis 1985, on y a installé 30 000 soldats, 2 divisions. Maintenant, on y a ajouté une brigade d'infanterie. Elle s'entraîne dans la neige et elle est composée de commandos américains héliportés. Les moyens logistiques mis à sa disposition limitent son rayon d'action à quelques centaines de kilomètres. Ses réserves, pour une autonomie opérationnelle, sont de 48 heures. Ils sont spécialistes des attaques surprises et des révoltes urbaines. Lorsque le Congrès a tenté récemment de fermer la base pour motif d'austérité, il en a été empêché par le Pentagone qui a rétorqué que le projet répondait à des impératifs stratégiques. L'armée américaine a concentré, au point le plus névralgique de la frontière canadienne, plus de soldats qu'en contient l'ensemble des forces terrestres canadiennes, et cela depuis 7 ans, depuis 1985 donc. M. Mulroney est au pouvoir depuis 1984. Ils peuvent intervenir directement, rapidement, sur Montréal et Québec, n'étant nullement intéressés par Ottawa. Ils considèrent le contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent comme étant fondamental, au point que cette position stratégique est suffisante pour paralyser toute l'économie canadienne. Si je ne me trompe pas, hein, parce que je ne connais pas extrêmement bien la géographie, ça s'est prouvé ça que bloquer cette région était, était stratégique hein, au niveau des camionneurs. Là, c'est pas cette région et puis la route vers les États-Unis là qu'ils ont bloqué. C'est vrai que, enfin, si ça correspond, c'est vrai qu'effectivement, ça peut bloquer non seulement toute l'économie canadienne, mais aussi une partie de l'économie des États-Unis, quoi. Donc ça, c'était des extraits du reportage de Monsieur Normand Lester le dimanche 16 août 1992 à la télévision de Radio-Canada. Comme le reportage était télédiffusé, des mots peuvent manquer par rapport au reportage initial, tandis que d'autres ont été ajoutés uniquement afin de permettre une meilleure cohérence au texte initial. En outre, les passages entre tirets sont de l'auteur. Perspective et portrait peu reluisant pour un Premier ministre canadien supposé devoir au développement et à la protection de son propre pays d'origine. Outre M. Mulroney lui-même, à ce que l'on sait de lui, qui d'autre a pu l'influencer dans son rejet du dossier de 1990 et dans son accord pour l'entraînement de forces militaires canadiennes conjointement avec des forces américaines en vue d'opérations militaires étrangères en territoire canadien? Et ici, je ne parle pas pour l'instant des camps de prisonniers, camps de concentration construits supposément sans motif apparent sur le territoire des États-Unis. Note de l'éditeur, lire le projet Rex 84 et les camps de concentration en Amérique du Nord, que je vais vous lire. Norman Spector est l'homme le plus puissant au pays après le Premier ministre, et l'un des plus détestés. Sa mission? Ressusciter Brian Mulroney, et si possible, sauver le Canada. Un célibataire aux airs un peu snob, l'éminence grise. Hier stratège constitutionnel, promu à l'automne 1990, chef de cabinet de Brian Mulroney. Je cite, dans le régime quasi-présidentiel qui s'est développé depuis 20 ans à Ottawa, le véritable pouvoir est concentré entre les mains d'un carteron de mandarin, inconnu du public, mais autrement plus influent que n'importe quel ministre. Spector est aujourd'hui le patron de ce cabinet de l'ombre. Qui compose ce groupe? Quelles sont ses tendances idéologiques, politiques, tant nationales qu'internationales? Quels liens ont-ils avec Washington? Quel fut leur rôle dans le rejet du dossier de 1990? Quelles sont leurs implications réelles avec le Pentagone et les préparatifs militaires actuels pour une invasion possible de Canada? Norman Spector, en charge de ce groupe, quels sont ses antécédents?
Élevé dans une famille juive de classe moyenne de l'ouest de Montréal, il fait McGill avec assez de talent, conduit notamment à l'Université de Jérusalem. Il travaille à une thèse qui met en parallèle les droits collectifs des Juifs et des Québécois. Après des études supérieures aux États-Unis, il est 5 ans fonctionnaire à Toronto, puis aboutit en 1990 dans l'Ouest comme conseiller aux relations intergouvernementales de Colombie-Britannique. Ce n'est pas le genre d'homme qui cherche un consensus social. Il a dirigé la droite dans la révolution contre le contrat social de l'après-guerre. C'est un homme dangereux. Fin de la citation. Si cet homme n'a que faire de quelque consensus que ce soit, et en rapport avec ses antécédents, tant à Jérusalem qu'aux États-Unis, il n'est pas du tout impossible que ses contacts passés aient prédisposé cet homme qualifié de Machiavel par plusieurs à structurer la chute et la vente de son pays au plus offrant, ici les États-Unis. Qu'on me prouve le contraire, compte tenu de toutes les informations contenues dans ce volume et dans celui de M. Floyd Rudmin, Bordering on Aggression, ainsi qu'en rapport avec tous les documents non publiés ici. Mulroney et lui ont par ailleurs un trait commun, une cote de crédibilité anémique, dangereux, extrêmement brillant, avide de pouvoir. Spector a moins de chaleur humaine, il est plus distant, c'est un superbe chorégraphe. Autre technique que Spector affectionne, le contrôle du message. Il manifeste tous les symptômes d'un menteur congénital. Il sait que pour sauver Mulroney et le Canada, une tâche préalable s'impose, effacer tout et recommencer. Fin de la citation. Qu'est-ce que cela signifie dans les faits, effacer tout et recommencer? Effacer quoi au juste? Et recommencer sur quelle base et avec qui? Néron dans l'Empire romain a bien brûlé Rome dans son délire de le reconstruire. Les époques changent, mais les hommes, non. Une chose est certaine, des personnes furent à la source du rejet du dossier de 90 et sont aussi responsables de l'intrusion des Américains, Washington et les militaires, dans la politique intérieure canadienne. D'ailleurs, qui et dans quel but au juste? L'établissement des bases pour un éclatement de guerre civile au Canada, qui sont ceux étant la source d'isoler et de pousser le Québec à aboutir de gré ou de force à l'indépendance, comme nous le verrons plus loin. Sur un autre plan, quel fut le rôle exact du Vatican dans toute cette histoire de rejet du dossier de 1990? Compte tenu qu'une large part du dossier concernait entre autres la conduite des affaires de l'Église de Rome, son agonie et sa chute définitive, quel fut le rôle joué par la nonciature apostolique à Ottawa, si celle-ci fut contactée à l'époque de la réception du dossier? En rapport avec les contacts déjà établis avec les autorités du Vatican depuis 1983, et qui menèrent à l'obligation de constituer un dossier, car ici le Canada y était déjà impliqué à plus d'un égard, il apparaît des plus évidents, et même certains, que le Premier ministre, en privé du moins, a dû consulter ces mêmes autorités quant à obtenir des informations sur sa démarche future face aux informations qui y étaient contenues. Si tel en fut le cas, ce que je suis porté à croire sans l'ombre d'un doute, compte tenu des informations confidentielles en ma possession au sujet de toute cette affaire, alors non seulement ces mêmes autorités religieuses ont-elles volontairement trompé le Premier ministre d'une manière plus qu'ignominieuse, mais du même coup, celles-ci, par leur attitude, ont conduit ce pays au bord de sa chute. Mais ces faits n'enlèvent en rien à la responsabilité du Premier ministre, qui, à toute fin pratique, avait seul le dernier mot à fournir dans ce dossier qui concernait tout l'avenir de son pays et de son peuple. Car comme je l'ai mentionné précédemment, en tant que chef de gouvernement, celui-ci avait facilement accès à plus d'un spécialiste capable de lui fournir des rapports d'analyse et d'enquête qui, selon les preuves fondamentales que je possède, lui auraient confirmé l'authenticité indéniable du dossier qu'il avait entre les mains. À la lumière des faits en présence, il est permis de conclure dans un premier temps que le Premier ministre actuellement en poste a agi par lâcheté, et par rapport à lui-même, et par rapport à la population de ce pays, pour ne pas avoir respecté sa propre conscience humaine lors de la réception du dossier en question, et pour ne pas avoir immédiatement réagi afin d'éviter une détérioration plus qu'inutile des conditions politiques, économiques et sociales de son propre pays. Quelles que furent les raisons exactes de son geste, Washington, raison de politique internationale, ou le Vatican, ou les trois à la fois, il n'en demeure pas moins que ce pays, à cause de son geste, est aujourd'hui placé dans la plus dangereuse situation qu'il ait jamais connue tout au long de l'histoire. Dans un deuxième temps, celui-ci s'est rendu largement coupable d'hypocrisie pour avoir permis à ses forces policières de me harceler jusqu'à ce jour et d'avoir tenté par ce moyen de me discréditer en voulant me faire passer pour un criminel aux yeux de la population canadienne. Tout cela dans le but évident de protéger son propre pouvoir et sa crédibilité auprès de l'électorat et d'assurer ainsi par conséquent un silence des plus absolus et permanent au sujet des documents contenus dans le dossier que j'avais été chargé de lui faire parvenir en février 90.
D'un autre côté, certains seront portés à se demander comment est-il possible d'être assuré que le Premier ministre a bien reçu ce dossier en février 90. Premièrement, ce dossier fut envoyé par poste prioritaire, ce qui permet de vérifier avec exactitude le jour, l'heure à laquelle l'envoi fut délivré, qui s'occupa de la livraison et de sa réception. En outre, pour qui est familier avec le service de la Poste au Parlement, chaque fois qu'une lettre et plus encore lorsqu'un colis adressé au Premier ministre arrive au Parlement, alors celui-ci est pris en charge par la sécurité qui aussitôt en examine le contenu. Aucun envoi, quel qu'il soit, n'arrive au bureau du Premier ministre sans avoir été examiné à la loupe auparavant, et tout envoi paraissant à prime abord suspect est immédiatement soumis pour fin d'enquête. Compte tenu du nombre de documents composant alors le dossier, il est évident que celui-ci non seulement n'est pas passé inaperçu, mais encore il apparaît plus qu'improbable que le Premier ministre en ait jamais eu au moins conscience. De plus, il y a ce harcèlement des forces policières qui n'a réellement débuté, en fait, qu'à la suite de l'envoi de février 90, et à l'intérieur de cette situation, il y a le coup monté via le ministère de la Justice de l'Ontario, de l'Ontario Provincial Police, qui en avril 90 a réussi pour un temps à me fabriquer illégalement une fausse réputation de criminel. Monsieur David Peterson, alors Premier ministre de l'Ontario, était le seul des premiers ministres d'ailleurs à avoir reçu une copie complète du dossier à l'époque. Et que pensaient de cette réunion à huis clos les autorités militaires et policières fédérales au pays, qui en 1991 se sont réunies afin de se concerter au cas de l'éclatement possible d'une guerre civile au Canada? Ferait-on des réunions semblables si les prémices d'un tel état de crise n'étaient pas actuellement présentes dans le pays, et surtout à l'Est? Et les Américains auraient-ils investi 1 milliard de dollars si la situation du Canada n'était pas réellement sérieuse? Monsieur Mulroney, Monsieur Spector, mais pour qui donc travaillez-vous au juste? L'illusion projetée et entretenue par Brian Mulroney et David Peterson. Tous ceux ayant suivi à l'époque le déroulement des négociations d'avril à juin 90 se souviendront alors que M. Mulroney et Peterson furent justement ceux qui donnèrent le meilleur spectacle au pays, en paraissant être prêts à toutes les concessions afin d'éviter l'échec des pourparlers du lac Meek. Pourtant, eux savaient déjà. Que s'est-il donc réellement passé en 90 pour que le Premier ministre de l'Ontario accepte ainsi de collaborer à ces négociations tronquées, qui furent ni plus ni moins qu'une grossière mascarade? Qu'est-ce qui poussa alors M. Peterson à jouer les supposés sauveurs de la nation, alors que lui et M. Mulroney savaient très bien, à la lecture des documents composant le dossier, que le pays tout entier se dirigeait droit vers l'éclatement si le Premier ministre du Canada... En outre, M. Mulroney, du moins, savait bien que le Pentagone n'avait pas investi 1 milliard de dollars dans Fort Drum, dans l'État de New York, à l'effet d'y entraîner des troupes spéciales sans qu'il y ait à prime abord un motif des plus sérieux à considérer dans l'instabilité de l'évolution de la politique intérieure du Canada. Et de plus, il était conscient par des rapports, par des sondages, par des études produites à Washington sur l'évolution future de la dualité canadienne et de son aboutissement inévitable, et à la connaissance de l'orientation, du sentiment grandissant de frustration et du mécontentement des provinces anglophones par rapport au Québec, que les Canadiens anglais se dirigeaient directement vers un affrontement avec les Québécois de langue française. Alors, petite parenthèse, hein, il n'y a pas que les Québécois qui sont de langue française, loin de là. Enfin, je crois que c'est le seul État où elle est reconnue officiellement, mais il y a beaucoup de francophones dans plusieurs États canadiens. Le coup monté du fédéral contre Clyde Wells et les autochtones. Après l'échec des négociations du lac Meek, le Premier ministre avait alors en main une preuve supplémentaire de l'authenticité du dossier qui lui avait été envoyé, une preuve d'ailleurs très dérangeante qui pouvait mettre en sérieux danger les plans mis sur pied au lendemain du référendum de 1980 au Québec par les autorités américaines, afin de régler une fois pour toutes les problèmes d'insécurité politique et économique engendrés par les revendications du Québec francophone. Mais comment d'un côté isoler le Québec tout en étant assuré qu'il conserve et en même temps accentue son sentiment et son évolution vers l'indépendance, et du même coup faire porter l'échec des négociations sur le troisième pouvoir? Le professeur Floyd Rudmin de l'université Queen's à Kingston en Ontario m'a appris ceci par téléphone. Un journaliste américain intéressé par la crise d'Oka remarqua que certaines supposées warriors équipés d'armes militaires très spécialisées et qui avaient pris en charge certaines des opérations lors des événements étaient les mêmes qu'il avait perçus sur le théâtre des opérations lors de la guerre du Golfe. Il ressort de ce fait facilement vérifiable que ces militaires américains déguisés en warriors enragés n'étaient pas à Oka par hasard,
mais devait faire partie d'un plan d'ensemble, pensé et mis sur pied à Washington, avec par évidence l'accord des autorités gouvernementales canadiennes. En se servant du sentiment général de mécontentement des Autochtones au Canada, en utilisant la fièvre montante du nationalisme autochtone au pays, et en insufflant les éléments de base de la crise d'Oka, avec des militaires de carrière, peut-être même spécialistes de la guérilla urbaine, guerre de harcèlement d'embuscade, de coups de main menés par des unités spéciales, etc., le pouvoir Washington-Ottawa était assuré de créer, chez l'ensemble des Autochtones au Canada, une levée nationaliste représentant la création d'un troisième pouvoir politique. Il est à noter ici que cette crise a eu lieu au Québec et non ailleurs au Canada, alors que plus d'un endroit en Colombie-Britannique aurait facilement pu devenir le théâtre d'une telle situation. De plus, personne encore n'a osé clairement identifier qui étaient ces hommes à Oka, qui eurent droit à l'époque en pleine nuit, et avec tout leur équipement militaire, de quitter en toute immunité les lieux de la crise, et pour quelle destination au juste. Ainsi, encore une autre fois pour tout le Canada anglais, le Québec était responsable d'un autre problème, en plus de le rendre responsable de la chute possible du pays, par conséquent, du ralentissement de l'économie, ce dernier devenait du jour au lendemain la source des frustrations autochtones à faire reconnaître leurs droits. Donc juste après l'échec des négociations du lac Meek en juin 90, en juillet, la crise d'Oka à sa manière venait renforcer l'existence d'un nouveau pouvoir politique au pays. D'ailleurs, le Premier ministre du Canada savait déjà les dangers autochtones contre Meek. Je cite. De 1982 à 1987, les Autochtones voulaient faire enchâsser dans la loi suprême du Canada la notion d'autogouvernement autochtone. Mais les premiers ministres résistent, refusent de laisser aux tribunaux le soin d'en définir les modalités. Québec s'abstient au moment du vote. Brian Mulroney clôt les débats en se demandant si le pays ne va pas un jour payer très cher cet échec. La PN fulmine, et avec Mercredi comme stratège, part en guerre. Il devient le cerveau derrière la plume d'aigle d'Elijah Harper. Meek ne survivra pas au dernier assaut de Mercredi. Et en sachant l'échec très possible de Meek avec pour origine le mécontentement autochtone, et en utilisant et en renforçant la crise d'Oka contre le Québec, il était assuré de l'isolement futur du Québec face à ce nouveau pouvoir dont il pouvait s'assurer le concours lors des prochaines négociations constitutionnelles. Ainsi, en faisant porter la responsabilité de l'échec de Meek par les Autochtones d'une part, il crée d'un coup les premières bases de ce nouveau pouvoir au pays, et d'autre part, en incluant dans le processus Clyde Wells, le Premier ministre de Terre-Neuve, du même coup, il crée une division certaine entre cette province et le Québec en réduisant ce dernier à croire que son problème d'acceptation au Canada provenait non pas des Canadiens anglophones de l'Ouest, mais bien plutôt de ceux de l'Est. Sur un autre plan, les mensonges, les plans politiques confidentiels et les tractations souterraines de tout genre offrent le triste portrait d'un Premier ministre prêt à tout, d'une part pour tenir secret un dossier des plus compromettants, et d'autre part pour assurer l'application des plans de Washington pour la nouvelle Amérique de demain. Capable d'un tel comportement doublement tortueux, cet homme possédé par l'ambition, le pouvoir, se montre en même temps capable des pires abaissements pour protéger son image et parvenir à ses fins personnelles, même si cela doit signifier l'anéantissement de toute une nation. L'affrontement inévitable. Canada, année zéro. La trahison du Premier ministre, ici, est d'autant plus sérieuse dans chacune de ses composantes qu'elle implique que personne dans ce pays ne sait encore pour l'instant avec exactitude pourquoi ce dernier a agi de la sorte. En prenant ainsi la population canadienne en otage, en lui volant même son avenir en tant que nation unie, le Premier ministre décidait, pour ainsi dire, de plonger son peuple dans un affrontement inévitable, entre guillemets. Pourquoi? Était-ce uniquement pour satisfaire ses ambitions personnelles? Si tel est le cas, quelle est donc la nature exacte de ses ambitions? Son attitude était-elle reliée à son refus d'un poste possible comme secrétaire général des Nations Unies et aux intérêts d'une autre nation ayant déjà ses vues personnelles sur le territoire canadien et ses nombreuses richesses? Ou est-ce tout cela à la fois? Compte tenu de la lettre confidentielle et du volumineux dossier l'accompagnant, compte tenu des forces et tendances politiques et sociales en présence au Canada, surtout depuis 1990, compte tenu de l'évolution historique, politique, sociale, culturelle et économique du Québec et du Canada dans leur ensemble de 1760 à 1960 et de 61 à 92, compte tenu de la brisure survenue au Québec en décembre 1987, celle-ci tenue secrète à l'époque par les autorités religieuses et politiques, ainsi que celle de novembre 1988,
compte tenu de la condition intérieure et de l'évolution en sens contraire des deux peuples fondateurs de ce pays, compte tenu surtout des rôles secrets joués d'une part par les autorités du Vatican et d'autre part par Washington à l'intérieur de la politique canadienne, rôle d'une gravité incalculable, car il implique la brisure d'un pays et le déchirement de tout un peuple, il m'est permis, en gardant en mémoire le refus du Premier ministre du pays et les conséquences reliées à un tel refus, et cela avec une marge d'erreur assez limitée, d'arriver à la description suivante d'un scénario devant mener à l'éclatement du Canada. Le scénario entre guillemets en question n'a jamais été détaillé, ni dans la lettre, ni non plus dans le dossier. Uniquement son aboutissement fut alors révélé, ainsi que chacune des raisons pour lesquelles un tel aboutissement était possible. Cet aboutissement concernait l'éclatement d'une guerre civile au Canada, guerre de race, guerre de langue et guerre de religion. Les spécialistes en histoire politique et en sociologie conviendront avec moi qu'à partir de la connaissance de l'aboutissement d'une situation quelle qu'elle soit, et avec en main la connaissance des raisons permettant un aboutissement en particulier, il devient alors possible, à la lumière des contextes historiques, politiques, sociaux, culturels et économiques d'un pays, d'être à même de pouvoir dresser un portrait assez exact des conditions et des événements et des étapes que traversa ce pays pour aboutir à un résultat aussi brutal que celui de l'éclatement d'une guerre civile. C'est ce que je me propose de faire ici en espérant que les autorités concernées et la population de ce pays sauront chacun tirer un juste profit de cet essai d'investigation à l'intérieur de la réalité québécoise et canadienne. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous dis à très très vite pour le prochain sous-chapitre qui est le pauvre Canada véhiculé dans les années 60, scénario probable, et préjugés au fondement du racisme colonial anglo-saxon canadien.